pour avoir une rotation de la benne. La connaissance approfondie de l'histoire de l'accident permet l'élaboration de mesures préventives efficaces. Vous allez voir dans cette séquence comment procéder pour reconstituer cette histoire de manière systématique. Nous partons de la blessure. Marie a un traumatisme crânien. Qu'a-t-il fallu pour que Marie ait un traumatisme crânien? Il a été nécessaire tout d'abord que le portique tombe. Mais ce fait n'est pas suffisant à lui seul. Pour que survienne l'accident, il a fallu également que la tête de Marie soit sur la trajectoire du portique. Mais aussi, pour que le choc provoque une blessure, il a fallu que l'énergie cinétique au moment du choc soit suffisante. La blessure de Marie est donc le résultat de la conjonction de trois faits dont l'un, le portique tombe, est une anomalie caractérisée alors que les deux autres faits pourraient être considérés comme anodins ou habituels. Lors d'une analyse succincte, on oublie souvent ces faits habituels. On perd ainsi une quantité importante d'informations, ce qui limite d'autant les enseignements que l'on peut tirer de l'analyse de l'accident. Si nous continuons l'analyse, le fait « la tête de Marie est sur la trajectoire » a lui-même trois antécédents. Marie est dans l'axe, la benne est sur le transborder, Marie pousse la benne. Nous avons ainsi repéré 6 faits qui ont contribué à l'accident et nous les avons organisés logiquement et chronologiquement. Le résultat obtenu est la première partie de l'arbre des causes. L'arbre des causes illustre concrètement la multicausalité des accidents. Il n'y a pas un fait qui soit une cause principale de l'accident. Tous les faits sont également nécessaires pour que l'accident ait lieu. Par conséquent, si l'on supprime n'importe lequel de ces faits, l'accident ne se serait pas produit. Ainsi, si nous supprimons « Marie doit placer la benne près de son poste de travail », Marie, dans ce cas, ne peut être victime d'un traumatisme crânien. On voit ainsi l'intérêt que présente l'arbre des causes pour la recherche de mesures préventives. On y trouve nombre de faits facteurs de risque qui apparaissent comme des cibles de prévention sur lesquelles il est possible d'agir en vue de les éliminer ou du moins de supprimer leurs effets. Si par exemple, on supprime le fait « la goupille est retirée », on supprime le risque et ses conséquences. On évite ainsi le renouvellement de cet accident. Mais on évite aussi d'autres accidents potentiels auxquels le fait supprimé aurait pu contribuer. Il faut remarquer d'ailleurs que si l'on agit sur des faits situés très en amont de la blessure, on se donne alors les moyens de supprimer un nombre plus important encore d'accidents potentiels. Cela suppose, bien entendu, que l'on souhaite approfondir la recherche la plus complète possible des circonstances exactes de l'accident. L'arbre des causes d'un accident du travail peut fournir également une base de discussion objective lors d'une analyse d'accident en réunion d'atelier ou de CHSCT. Enfin, dans l'entreprise, l'arbre des causes constitue un moyen de sensibilisation à la prévention en attirant l'attention sur les facteurs de risques ignorés ou sous-estimés. Lorsque des facteurs de risque sont détectés ou des anomalies repérées, se pose alors la question de l'élaboration, du choix et de la mise en œuvre de mesures préventives. Pour avancer sur cette question, nous allons examiner un problème que l'on peut rencontrer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, le bruit. Il est 11 heures du soir. Monsieur Ernest s'apprête à dormir. Quand
Tout à coup, dès le lendemain, M. Ernest agit. C'est le premier niveau de mesure. M. Ernest tente de limiter le risque de bruit en rappelant une consigne. Le même soir, la consigne est suivie. M. Ernest peut dormir tranquille. M. Ernest décide de recourir aussitôt à un deuxième type de mesure pour se protéger de ce nouveau bruit. Il s'applique à lui-même, en quelque sorte, une mesure de type protection individuelle. La mesure s'avère efficace. M. Ernest passe une bonne nuit. Mais le lendemain... M. Ernest constate que la mesure qu'il a choisie a en fait déplacé le problème. Le soir même, M. Ernest se rend chez le propriétaire du robinet qui fuit, M. Sourdingue, son voisin. C'est pourquoi? C'est un tapis dévié. Pour empêcher la propagation du bruit dans l'environnement, M. Ernest propose la mise en place d'une protection collective. J'entends rien de toute façon, tapis. M. Ernest dort ainsi sur ses deux oreilles et ne craint plus de rater le réveil. Mais il va constater très vite qu'une mesure de ce type peut provoquer d'autres désagréments. Il décide alors de recourir à un autre type de mesure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il agit non plus sur le bruit ou ses effets, mais sur ses origines. La suppression du risque de bruit à la source, solution la plus efficace. Dans l'histoire de l'accident que nous avons analysé, nous pouvons repérer un incident qui a provoqué une prise de mesure. À la suite de l'incident de l'atelier A4, il a été décidé que le service de maintenance devait installer un système de verrouillage complémentaire sur les bennes. Mais la goupille doit être retirée par le cariste pour qu'il puisse vider les bennes, la durée de l'opération étant de ce fait augmentée. Conséquence, en période de forte charge de travail, le dispositif est en quelque sorte shunté. La goupille n'étant plus utilisée, la mesure de sécurité prévue n'a pas fonctionné et ce fut l'accident. Nous vous proposons à présent d'étudier les conditions nécessaires à la mise en œuvre de mesures réellement préventives à propos du système de verrouillage de la benne. Vous développerez également cette étude à partir d'incidents survenus dans vos ateliers.